Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Heureux de vous retrouver une fois de plus pour un nouveau numéro de Majuscule Propos. Ce soir, nous allons revenir une fois de plus, comme c'était le cas dernièrement. Nous avons traité de la question de la colonisation sur le continent africain. Mais ce soir, nous allons voir les conséquences de cette colonisation sur l'Afrique moderne. Est-ce que l'Afrique moderne a-t-elle su se débarrasser de son passé ou son passé colonial pèse sur la réalité des Africains au jour le jour. Nous allons voir dans quel sens positif ou négatif ce passé pèse-t-il dans le quotidien des Africains. Qui d'autre pour en parler si ce n'est des historiens, des chercheurs, des professeurs d'université. Et ce soir, nous avons tout le plaisir d'être avec le docteur, il est docteur Philbert Gakwenzire, il est enseignant à l'université du Rwanda, il est chercheur en histoire et notamment l'histoire africaine. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Nous serons également rejoints par le reporter, le grand reporter Jean-François Dupaquier. Lui nous rejoint depuis la France. Bonsoir, Jean-François. Invitation. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et si tout va bien, nous sommes rejoints également par le docteur Eddy, qui n'est pas moi. Il est docteur à l'université Gong Koulibaly, c'est à Korogo, en Côte d'Ivoire. Bonsoir, docteur. Bonsoir, ma chère Omoni. J'allais dire Akwaba sur la télévision rwandaise. Merci. Voilà. Merci pour votre invitation. Voilà, ce sont les trois qui seront avec nous. Messieurs, je voulais juste savoir de votre part, est-ce que nous sommes dans une période où la majorité des pays africains fêtent presque 60 ans d'indépendance, et qui parle d'indépendance forcément parle de la colonisation. Peut-être pour commencer avec le docteur Gakwenzire qui est avec moi sur le plateau. Docteur, est-ce que on se dit, certains disent que le passé ne passe pas, c'est-à-dire l'époque coloniale n'est jamais passée. Vous pensez que l'Afrique est vraiment loin de son histoire coloniale? Merci beaucoup, monsieur Dissabiti, de m'accorder la parole. Et je vous remercie également pour le thème que vous avez choisi, parce que la colonisation que l'Afrique a subie, et d'autres parties d'ailleurs du monde, c'est une action, c'est une activité, c'est une doctrine qui ravage toujours notre continent, nos sociétés, bien qu'il y a plus de 60 ans, pour certains pays bien sûr, que la colonisation a pris fin. Le passé ne passe pas, et surtout qu'à ce passé, conscient des éléments qui sont nuisibles, dont les conséquences sont toujours présentes entre nous. La colonisation est un phénomène aussi ancien que l'humanité. Nous savons déjà que du temps des Grecs, des Romains, au Moyen-Âge et jusqu'à l'époque très récente, il y a eu la colonisation. Mais vous avez bien voulu préciser que... Là, je parle de la colonisation dans le contexte justement, africain, oui. C'est ce que justement j'allais dire. Je vous félicite d'avoir choisi et de bien préciser le temps et l'espace. C'est en Afrique et à cette époque, à l'époque actuelle, l'Afrique moderne. Justement, nous savons que la colonisation moderne commence vers la fin du XIXe siècle. Et pour bien comprendre les conséquences de cette colonisation, nous devons d'abord savoir quelle est l'essence de cette colonisation, quels sont les objectifs de cette colonisation, comment la colonisation en Afrique s'est déroulée et enfin, comment cette colonisation a pris fin. Je sais qu'il y a une quinzaine d'années, il y a eu un débat en France qui disait que si vous voulez en fait mettre en valeur les conséquences positives de la colonisation, et ça a provoqué un débat très couleux. Et c'est très difficile de dire qu'il y a eu des conséquences positives
de la colonisation, j'espère que nous allons y revenir davantage. Mais pour savoir si la colonisation pouvait être appréciée, on pourra aussi examiner comment elle a pris fin. Nous savons très bien que dans la plupart des pays africains, et même en Asie, la colonisation a pris fin soit à des revendications très fortes et des guerres. Alors, on se demanderait comment, si la colonisation était appréciée, comment a pris fin dans une situation aussi désastreuse que nous connaissons. Vous voyez? Donc, on pourra aussi revenir, mais si je reviens sur cette essence de la colonisation même, quand on parle de la colonisation, on entend exactement la domination d'une société à une autre. Est-ce que cette domination-là, c'est de cela que je vais peut-être beaucoup plus parler, peut-être pour rejoindre l'Afrique de l'Ouest, où nous sommes rejoints par le docteur Eddy. Docteur Eddy, vous êtes de la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui a été colonisée par la France. Est-ce que dans le quotidien aujourd'hui des Ivoiriens, des Ouest africains, est-ce que le passé colonial est quelque chose de présent? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans le quotidien des Africains de cette partie du pays? Je parle de l'Afrique de l'Ouest. Bon, bonsoir encore une fois et merci pour l'invitation. Alors, je n'ai pas prétention à parler pour l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest. Vous savez qu'il y a eu plusieurs types de colonisation et de colons en Afrique de l'Ouest. Nous avons les premiers qui ont été les Portugais, qui ont été au Cap-Vert et en Guinée-Bissau. Nous avons aussi les Britanniques avec le Nigeria, le Ghana, la Gambie, et les Français qui se sont taillés le reste de cette partie de l'Afrique-là. Ce que je peux dire pour la Côte d'Ivoire, c'est que nous savons que la colonisation a pris les mêmes formes que celles qui ont eu lieu dans les autres États. Mon collègue tantôt évoquait la question de la domination, violente au demeurant, une colonisation ou du moins une domination qui a déstructuré les sociétés africaines. Toujours est-il qu'à la veille de l'indépendance, il y a eu plusieurs types de revendications. D'aucuns étaient violents ou plus pressants envers la puissance coloniale et d'autres ont été consensuels. Alors, c'est cet axe-là que les leaders de la Côte d'Ivoire ont choisi. Nous avons eu une indépendance négociée. On pourrait parler aussi d'indépendance octroyée. Voilà. Donc, nous n'avons pas le même passé que d'autres pays, des pays voisins en particulier. En Côte d'Ivoire, les choses se sont faites de façon négociée avec la puissance coloniale. À telle enseigne qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans la ville d'Abidjan ou dans d'autres grandes cités de la Côte d'Ivoire, nous avons encore des avenues qui portent le nom de certains colons. Et le débat se pose maintenant avec acuité sur la pertinence de ces rues-là qui sont toujours nommées par le nom des colons, dont certains ont à leur actif des massacres avec des milliers, sinon des dizaines de milliers de morts. Donc voilà un peu, pour résumer en quelques mots, le tableau en Côte d'Ivoire. Si je comprends bien, l'Ivoirien, aujourd'hui, il a quelque part au coin de sa tête ce passé qui ne passe pas, comme le disait le docteur Philbert. Par contre, du côté de Jean-François Dupaquier, lorsqu'on discutait en voix off, Jean-François, tu me parlais d'une colonisation. Ici, le docteur Philbert parle de la domination. Il va
beaucoup plus en tout cas dans la définition scientifique de la colonisation. Mais vous avez une autre manière de voir cette colonisation et son essence même. Je suis d'abord très honoré de participer à un débat avec trois honorables universitaires africains qui connaissent l'Afrique tellement mieux que moi. Je dirais que moi, ma spécialité, malheureusement, c'est le racisme, ses origines et ses conséquences. Il faut rappeler que la colonisation est consubstantielle au développement du racisme en Europe au début du XIXe siècle et bien sûr jusqu'à la fin de cet épisode colonial et même au-delà. C'est très important parce que le racisme sert à la fois à légitimer la colonisation et puis à créer une sorte d'idéologie qu'on va imposer dans le rapport de domination dont parlait tout à l'heure votre intervenant au peuple colonisé. Et la véritable tragédie de cet épisode colonial, c'est d'avoir laissé en partant, en concédant des indépendances ou en octroyant des indépendances, ce venin de l'idéologie du racisme qui est à la fois une sorte de pratique politicienne et puis d'explication du monde en fonction d'une hiérarchie des races. Et ça me paraît malheureusement un des aspects les plus importants à soulever de ce legs empoisonné de la colonisation. Donc vous êtes de l'avis de ceux qui pensent que cette théorie-là de diviser pour mieux régner, la division ethnique a également été utilisée comme une arme pour diviser ces Africains afin de mieux les dompter, entre guillemets. En réalité, on a fait pire que simplement jouer sur des divisions. On a créé un nouvel imaginaire, en quelque sorte, de la réalité pour dominer, pour imposer ce que les Britanniques ont appelé aux Indes la suprématie blanche. C'est un terme très fort qui est apparu au XIXe siècle pour faire comprendre aux hindous qu'ils étaient subordonnés à une race supérieure. Et le racisme, ça consiste pas seulement à dominer, ça consiste aussi à rassurer le colonisateur sur sa légitimité à dominer. Mais justement, l'Africain restait pendant très longtemps dans ce cocon ou enfermé sous la colonisation. Docteur Fulbert, il y a eu des démarches, il y a eu des réclamations, des revendications des pères de l'indépendance un peu partout sur le continent africain. Est-ce que cette volonté de vouloir s'approprier de cette dignité-là africaine a joué également comme catalyseur de cette indépendance, de cette sortie de cette domination coloniale? Ouais, comme notre collègue ivoirien vient de le dire, il y a eu autant de variétés de revendications selon des États. Vous voyez, il y a eu des guerres d'indépendance, tandis que d'autre côté, il y a eu aussi des négociations. Donc, de façon que les indépendances pour certains pays ont été données d'une façon tout à fait consensuelle. Mais nous savons très bien que, également, dans la plupart des pays africains, il y a eu vraiment des revendications. Il y a eu des leaders dignes de leur nom. Dans la plupart des pays, que ce soit dans l'Empire britannique et que ce soit dans l'Empire français, cette revendication a même commencé dès le début des années 40, notamment à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout avec la création des Nations Unies. Vous savez, avec la création des Nations Unies, il y a eu un conseil de tutelle pour octroyer les indépendances à des pays africains selon le processus déjà précis d'amener ces pays vers l'indépendance. C'était déjà connu que la colonisation
Touré, c'est vrai, c'est la Guinée, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, mais vous êtes tout de même dans une même région. Je parle sous votre contrôle. Le docteur Fulbert revient sur Sékou Touré, et tout à l'heure, là, on avait les images du général de Gaulle avec sa tournée en Afrique vers les années 58, 50, 59. Il y a le président Sékou Touré qui avait, lui, exigé l'indépendance de son pays, la Guinée. Il n'avait pas attendu que les choses se passent comme peut-être le colonisateur le voulait. Et tout de suite, il a eu son indépendance. Là, peut-être je m'en vais vous poser la question, ces revendications-là, ces demandes collectives, n'est-ce pas également là peut-être une des théories de gens qui avancent que les Africains n'ont pas peut-être reçu l'indépendance comme il le fallait? Reçu l'indépendance comme il le fallait, il faut dire, pour paraphraser un peu mon collègue docteur Fulbert, que, et ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, c'est au vu de la colonisation et du colon que certaines populations ont réagi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de déterminisme colonial qui a orienté la lutte coloniale en elle-même. Alors, vous parlez de la Guinée de Sékou Touré, elle est radicalement, la lutte coloniale là-bas est radicalement différente de celle qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Alors, il faut comprendre qu'en Côte d'Ivoire, il y avait des revendications coloniales qui ont été très prononcées de 1945 à 1951, qui ont été portées par un leader qui a été le premier président de la Côte d'Ivoire, qui est le président Félix Houphouët-Boigny. À partir de 1951, le président Félix Houphouët-Boigny et son parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui était d'une section d'un grand parti fédéral, dit fédéral, appelé le RDA. Alors le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, effectue un revirement stratégique en ce sens qu'il effectue ce qu'on a appelé le désemparatement, c'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale française, il quittait la tutelle des partis communistes pour se ranger vers des partis proches du pouvoir. Dès lors, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire n'a plus les mêmes instincts de lutte que le PDG, par exemple, en Guinée. En 1958, le président de Gaulle propose donc un référendum à toutes les colonies qui sont comme des dominions, pour paraphraser les Britanniques, dans une sorte de Commonwealth, et il donne la latitude à certains pays, comme la Côte d'Ivoire, de choisir le oui, auquel cas elle resterait dans la communauté française, dirigée par la métropole Paris, avec, comme je l'ai dit, des colonies qui soient autonomes, mais pas indépendantes. Dans le cas inverse, c'est-à-dire avec le choix du non, l'indépendance leur serait immédiatement concédée. Et deux campagnes ont été battues dans ces deux pays voisins, une pour le oui en Côte d'Ivoire, et le oui l'a emporté, et l'autre pour le non, et c'est le non qui l'a emporté en Guinée. Alors, la Guinée a, dès octobre 1958, obtenu son indépendance directement, puisque c'était dans les termes de la déclaration effectuée par le général de Gaulle, et la Côte d'Ivoire a eu un statut d'autonomie avant de voir son indépendance finalement concédée par la France en août 1960. Donc, c'est deux trajectoires qui sont différentes, comme vous l'avez dit. Nous avons eu des trajectoires beaucoup plus difficiles à Madagascar et aussi au Cameroun, mais finalement, c'est globalement que la France a décidé, j'insiste sur le terme, d'octroyer l'indépendance à plusieurs colonies qui étaient dans son giron. Vous voyez encore que lorsqu'on quitte la date clé de 1960, il y a eu l'indépendance qui a été octroyée dans les années 70 aux Comores ainsi qu'à Djibouti. Globalement, en tout cas, dans l'espace français, les choses ne se sont pas faites dans la violence. C'est dans une sorte de consensualisme que ces ex-colonies-là ont eu l'indépendance. Ce qu'il faudrait souligner en dernier lieu, c'est qu'il y a même eu certains pères fondateurs
des nations qui allaient en découler, qui ont combattu même l'idée de l'indépendance. Du racisme qui a également alimenté cette colonisation. Avec un peu de recul, pensez-vous que, quelle que soit la manière dont les indépendances ont été acquises, par violence ou par revendication, ou par quels que soient les moyens, n'était-il pas fondamentalement le droit des Africains d'abord de prendre leur destinée entre les mains? Tout à fait. Ce qu'on voit, c'est que tous ceux qui, dans l'espace francophone, au sens le plus large, donc qui va du Maroc jusqu'au Congo belge, tous les personnages clés qui auraient été capables de devenir de grands leaders panafricains et donc de mener un combat de décolonisation réelle ont été éliminés. Alors, éliminés directement par le pouvoir politique et éliminés discrètement par des services plus ou moins parallèles, comme le montrent les archives, par exemple, de Jacques Foccart. Je pense à l'affaire Ben Barka, à la marginalisation de Sékou Touré, à l'assassinat de Patrice Lumumba, plus tard à l'élimination de Thomas Sankara, et puis tous ces autres leaders d'avant les indépendances qui ont été assassinés en Suisse, en France ou ailleurs, comme le révèlent les archives de Jacques Foccart. Donc, on a empêché l'émergence d'un véritable leader capable de faire pièce à la puissance coloniale ou aux puissances coloniales, parce qu'il n'y a pas que la France, hein, il y a la Grande-Bretagne, il y a la Belgique, pour maintenir ce rapport de domination et empêcher les fondements idéologiques de la domination d'être contestés. Justement, il y a cette approche également. On est en train, nos scientifiques ici comparent également les situations ou le passé colonial des deux, disons, de deux blocs, le bloc anglophone et le bloc francophone. Les choses ne se sont pas passées forcément de la même manière. On a l'impression que dans le bloc anglophone, les gens ont dû batailler, s'arracher pour aller acquérir cette indépendance. N'est-ce pas là peut-être aussi un message de dire que ce n'était pas qu'une simple colonisation, mais c'était carrément des gens qui sont venus s'installer pour de bon? Si les bases idéologiques sont les mêmes, que ce soit le colon britannique ou le colon français, évidemment, les pratiques locales sont assez différentes. La France est un État extrêmement centralisé, donc qui a voulu centraliser cette domination à Paris. La Grande-Bretagne, qui était beaucoup moins centralisatrice, qui a délégué plus de pouvoir aux élites locales, s'est retrouvée confrontée à des capacités de réactivité de ces élites locales beaucoup plus fortes et donc à des capacités de guerre civile, de lutte armée pour recouvrer l'indépendance. Docteur Fulbert, pour ce qui est du Rwanda, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'histoire du Rwanda, il faut dire que le Rwanda, lorsqu'on parle de la colonisation, c'est vrai, il y a une partie de la colonisation, mais accompagnée également d'une partie de l'histoire du Rwanda, une partie très amère qui est même, on peut dire, le nœud des problèmes que le Rwanda a connus au cours de dernières décennies jusqu'au génocide commis contre les Tutsis en 1994. Le colon, c'est également synonyme de tous les maux que le Rwanda a connus. Peut-être avant de rebondir sur votre question, je pourrais compléter mes deux collègues, Eddy et Jean-Pierre Dupaquier. Jean-François Dupaquier, je m'excuse. Et à propos, en fait, de ce que les historiens appellent les systèmes coloniaux. Et ça ne serait pas nécessaire de voir les choses en termes de la colonisation francophone ou la colonisation anglophone, mais plutôt voir sur quel système d'idéologie qui a été mis en place. Alors, on trouvait que pour les deux colonisateurs, le dénominateur commun, c'est toujours cette idéologie de domination, cette doctrine de vider le peuple africain de son contenu, quitte à ce que, là c'est une conséquence aussi, je pense, dont nous devons absolument parler, en termes de conséquences culturelles et sociales,
Mais nous savons aussi que vers la fin de la colonisation, il y avait eu, même si du côté des Français, c'était l'administration directe, il y avait aussi des parties qui étaient vraiment prises comme des propriétés quasiment privées des Français. Et nous savons ce qui s'est passé en Algérie. Mais en même temps, nous savons qu'au Kenya, du côté des anglophones, nous savons ce qui était la région de Kikuyu. C'était totalement habité par des Européens qui ne voulaient en aucun cas quitter. Raison pour laquelle il y a eu aussi les guerres d'indépendance dans cette partie-là. Donc, autrement dit, la colonisation reste toujours la même, comme Jean-François Dupatier vient de le dire, sauf peut-être quelques différences, mais tout à fait mineures. Alors, du côté là, l'administration était déjà bien précise, les frontières étaient plus ou moins précises, et il y avait aussi une unité de peuple du nord au sud, de l'ouest à l'ouest. Alors là, pour faire entrer cette idéologie, le racisme a été très fort. Moi, je dirais que si vous avez affaire à quelqu'un qui a une personnalité tout à fait forte, vous allez engager aussi les moyens forts. Là, vous parlez notamment des rois que les colons, les premiers colons ont trouvés au Rwanda. C'est-à-dire la pénétration ou l'entrée au Rwanda n'était pas facile. D'abord, n'était pas aussi facile que l'on pensait, et surtout que la position géographique du Rwanda et puis la position aussi des politiciens rwandais de cette époque ont joué un grand rôle au retardement de l'entrée de la colonisation au Rwanda. Un pays déjà géographiquement enclavé. Enclavé, en quelque sorte, c'est un avantage. Parce que déjà, le roi, à l'époque, c'était le roi Wujiri, était déjà très informé de ce qui se passait dans la région. Il pouvait vraiment s'informer jusqu'à Zanzibar, à travers le Kalawé, qui était un royaume très ami du Rwanda. Alors, on savait que le blanc était déjà un homme très fort, que ce serait vraiment inutile de s'opposer à lui. Nous connaissons déjà des scènes qui ont eu lieu à Kageyo lorsque le premier Européen a atteint la cour du roi et que l'un des dignitaires du roi a été frappé par un étranger et il a dû fuir. Et c'était une honte pour les Rwandais de cette époque. Mais déjà, comme l'information était diffusée un peu partout, que ce serait inutile de s'y opposer, qu'on savait qu'il y a une juxtaposition de pouvoir européen et de pouvoir africain, alors on a laissé entrer. Mais en même temps, cette personnalité par rapport à la culture, par rapport à la politique qui était unificatrice de tous les Rwandais, ils ont vraiment bien motivé, ils ont joué sur diviser pour régner, comme nous disions, mais en même temps avec cette question de racisme qui était en vogue en Europe. Alors, la colonisation du Rwanda peut se diviser. Peut-être, j'aimerais bien qu'on puisse plutôt passer à la partie où les pays africains ont retrouvé leur indépendance. Mais après les indépendances, là, nous allons parler de l'Afrique moderne aujourd'hui. Une Afrique qui, disons, traîne des casseroles de son passé. Son passé ne passe pas. Je ne sais pas, docteur Eddy, oui. Aujourd'hui, lorsque vous observez l'Afrique d'une manière globale, vous vous dites que il y a eu l'indépendance politique qui a été accordée au pays, mais un pays ne vit pas que de la politique, il y a également son économie et surtout le côté social. Est-ce que, peut-être pour commencer avec la politique qui dicte au moins les autres secteurs de la vie, vous pensez que 60 ans après ou peut-être 50, combien d'années après, l'Afrique est libre de se choisir, de se
de se choisir, disons, le chemin à prendre ou la politique à peut-être à adopter. Vous vous dites qu'on a une Afrique moderne qui préside ou qui a son destin ou sa destinée entre les mains? Je serais tenté de dire non et oui à la fois. Pourquoi cette position plutôt nuancée? Cette position nuancée parce que, comme je vous ai dit, nous n'avons pas été colonisés de la même manière, nous n'avons pas eu les mêmes leaders, et donc notre posture vis-à-vis de ce qu'on appelle le post-colonialisme ou l'après-colonisation est différente. Aujourd'hui, il y a les pays anglo-saxons qui se targuent, en tout cas, d'être beaucoup plus libres que les francophones. Comme je vous le disais, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des réminiscences d'autres pays. Ceci étant, je suis optimiste par essence, parce que nous autres Africains assimilons nos indépendances de façon très pessimiste. Nous sommes dans le temps, vous parliez du temps, mais nous sommes dans le temps court. L'Afrique n'est pas, et le docteur Fulgence l'a dit, nous ne sommes pas la seule contrée à avoir été dominée et colonisée. Plusieurs pays, États, nations, continents ont été dominés et colonisés. Et d'aucuns, aujourd'hui, sont les leaders du système international. Donc, je ne vois pas forcément, je vois plutôt des prémices, on va dire, d'un développement intégral, on va dire communautaire, régional de l'Afrique. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, se pose avec acuité la question du franc CFA. C'était des débats qui n'avaient pas lieu il y a quelques années. Mais aujourd'hui, grâce à l'activisme de certains leaders francophones, je parle de leaders de la société civile, grâce à l'activisme de certains leaders francophones, grâce à leur mobilisation par le biais de cet outil efficace que sont les réseaux sociaux, nous avons questionné, ces leaders-là ont réussi à questionner le franc CFA comme outil de développement. Et ça a entraîné une mutation, en tout cas souhaitée, voulue par les leaders de l'espace UEMOA, qui est un espace qui réunit 8 pays qui partagent une monnaie qu'on appelle le franc CFA. Et ce franc CFA, en tout cas en principe ou en apparence, veut changer, veut effectuer une sorte de mutation. Donc, moi, je pense qu'il y a docteur, oui. Là, vous voulez dire que les Africains, du moins la zone CFA, ont pris le courage de regarder en face leur réalité et surtout leur passé pour essayer un peu d'ajuster leur présent et surtout se faire une idée précise sur leur économie, leur futur sur le plan économique et même politique. Tout à fait. Vous avez vous-même dit que les deux choses sont liées. Il fut un temps où la question du franc CFA était tabou et comme je vous ai dit, l'activisme de membres de la société civile ont entraîné un débat sur le franc CFA. Et récemment, il y a eu, en tout cas, des concessions qui ont été faites au niveau de cette monnaie-là. Je pense que c'est un premier pas qui est à saluer, même si d'aucuns pourraient critiquer la manière dont elle s'est faite et critiquer aussi les lieux où ont été annoncés la fin du franc CFA pour le remplacement par l'éco. Je sais que des pays comme le géant nigérian, se sont offusqués de ces manières-là. Et récemment, nous avons entendu une déclaration assez acerbe du président Jerry Rawlings qui s'est offusqué de la manière dont les choses ont été annoncées. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le débat est posé, la question n'est plus taboue, et à terme, avec plus de, comment dirais-je, de discussions entre membres de l'espace CEDEAO, on aboutira certainement à une monnaie qui pourra être
venir de l'aspiration de ces différents pays de la CEDEAO. Jean-François Dupaquier, ça c'est un exemple qui vient d'être soulevé sur le côté plutôt politique et même économique. Là, c'est une Afrique qui se réveille, une Afrique moderne qui veut également prendre à bras le corps ces problèmes. Jean-François, vous insistez beaucoup plus dans vos théories par rapport au côté social. L'Afrique, c'est une Afrique qui a été divisée longtemps et on sait qu'on ne peut pas avoir une union on ne peut pas avoir une économie forte, une politique forte lorsqu'on a le côté social qui est fragilisé ou faible. Vous avez écrit sur le Rwanda et même sur la région des Grands Lacs particulièrement. Aujourd'hui, vous vous dites que l'Afrique, si elle doit avancer également, il faut savoir penser les plaies du passé sur le côté social. Exactement. C'est une très très bonne question et je crois qu'il faut souligner un aspect sur lequel on ne revient pas assez, c'est la place des femmes dans la société. Avant de parler de ça, je vais juste rappeler que le racisme, et notamment le racisme institutionnel, est lui-même une arme de domination de la société pour cacher les problèmes sociaux. On l'a vu par exemple au Rwanda sous le régime Habyarimana, où le problème était social, mais ce qui était avancé était un pseudo-problème racial. Rappelons-nous que dans les théories raciales importées de l'Europe au XIXe siècle, il y a un aspect dont on parle peu, c'est l'abaissement du rôle de la femme. Il faut toujours se souvenir que le racisme est né de la haine des femmes, de cette époque où, jusqu'au Concile de Trente, on prétendait que les femmes n'avaient pas d'âme et donc elles étaient inférieures aux hommes. Cette racine profonde, misogyne du racisme s'est évidemment poursuivie avec la colonisation africaine et il faut dire que le rôle politique des femmes en Afrique, qui était relativement bien assuré dans les sociétés traditionnelles, a été laminé par la colonisation. Et quand je vois à quel point au Rwanda, on insiste sur le partage équitable entre les hommes et les femmes du pouvoir économique et du pouvoir politique, je me dis que le principal de la révolution anticoloniale est là et que le reste de l'Afrique ne fera pas l'économie de ce bouleversement, de ce changement de mentalité en permettant aux femmes de jouer le rôle auquel elles ont droit. Et il me semble qu'il y a encore beaucoup de pays qui ont à faire dans ce domaine. Voilà, justement, docteur Fulbert, j'aimerais peut-être que vous puissiez rebondir sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une partie, ou certains pays africains en tout cas, travaillent sur certaines lacunes du passé. Jean-François vient de souligner. Il y a également le docteur Eddy qui vient de souligner sur le plan économique. Mais on s'est dit également aujourd'hui, est-ce que l'Afrique ne fait pas trop de pleurs sur son passé au lieu de le regarder en face et surtout de savoir rectifier le tir? Mais en fait, là, pleurer le passé ne veut pas dire qu'on ne regarde pas plutôt l'avenir. On peut faire les deux. Parce que nous devons réfléchir sur notre passé. Ce n'est pas une façon de dire que nous allons tourner la page. Nous devons bien savoir comment cette colonisation a eu lieu et justement pour comprendre les plaies, les conséquences. Donc, pour exactement partir sur des positions que nous connaissons très bien. Alors, donc, des lacunes, des conséquences sont toujours lourdes sur notre société, mais surtout à ce qui concerne les inégalités qui ont été créées par la colonisation. Les inégalités en termes des composantes de la société rwandaise par exemple, la création des ethnies. Donc, il y a un débat, on se pose des questions. Est-ce qu'il existe des ethnies au Rwanda? Est-ce qu'il n'existe pas? Alors, moi je me dis, s'ils existent ou s'ils n'existent pas, ce que nous savons très bien, c'est qu'il y a eu l'ethnisme. Du moins, il y a eu ce mouvement d'endoctrinement de dire que les uns sont différents des autres. Mais Dupaquier vient de dire aussi qu'il y a eu aussi cette inégalité entre femmes et hommes. Ce n'est pas vraiment bien ancré dans notre société rwandaise. Les autres pour laquelle, moi je me dis que
nous rebondissons très bien dans cette question d'égalité entre femmes et hommes, parce que dans notre passé déjà, c'était déjà acquis. Nous partons de cet élément-là, historique, ancestral de notre société, pour bien revivre ce que nous étions avant la colonisation. Et Donc, là, vous avancez peut-être la théorie de pouvoir revisiter nos institutions, des institutions qui sont là et qui travaillent pour tout le monde. oui, en fait, là, l'une des pointuités... Des institutions inclusives, comme on dit. Ouais. L'une des points tout à fait détruits par la colonisation, c'est la culture. C'est la façon dont la société elle-même voit sa culture. C'est la dépersonnalisation qui a eu lieu. Alors, nous devons retrouver notre personnalité en tant que Rwandais, en tant qu'Africains, pour savoir exactement ce que nous devons faire. C'est à partir de là que nous devons bien planifier ce que nous devons pour notre futur. Alors, si nous connaissons très bien ce qui était avant la colonisation, la façon dont la colonisation a eu lieu, donc comment c'est vraiment déroulé, ce qui a été détruit pour encore une fois réparer, c'est à partir de là que nous devons le construire notre avenir. Il y a une chose très importante qui a été mentionnée par l'un d'entre vous. Très récemment, il y a eu un événement malheureux aux États-Unis d'Amérique avec notamment l'étranglement de l'Afro-Américain George Floyd qui a été étranglé par un policier blanc et ça a suscité en émoi des réactions, des vives réactions disons, dans les quatre coins du monde. Aujourd'hui, ça a donné un certain mouvement. Il y a des gens qui sont allés plus loin en détruisant des monuments et d'autres sites et même certains patrimoines historiques qui rappellent, selon cette partie des gens, le passé douloureux des Africains, des Afro-Américains ou des Noirs africains. Jean-François Dupaquier, est-ce que vous comprenez? C'est vrai, le passé a été lourd d'émotions. Est-ce que vous pensez, vous comprenez que les gens aujourd'hui puissent vouloir détruire tout ce qui peut rappeler la colonisation? N'est-ce pas là peut-être nier le passé des Africains et peut-être n'avoir aucune référence historique d'ici quelques années? On peut comprendre, bien sûr, la frustration et la colère des Noirs américains après tant d'années de racisme de plus en plus sournois, mais toujours aussi prégnant. Néanmoins, le vandalisme, que ce soit contre les statues de Bouddha en Afghanistan à Bamiyan, que ce soit à Tombouctou contre des tombeaux, ou que ce soit en Amérique ou en Europe vis-à-vis de statues, ça n'a pas beaucoup de sens. Le véritable sens des choses, c'est ce qui se passe dans la tête, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de lutter contre ce racisme sournois qui reste tellement prégnant dans toutes nos sociétés, y compris les sociétés européennes, autrement que par des gestes spectaculaires, mais qui n'auraient pas forcément de conséquences dans les mentalités. Moi, je dirais que le racisme, pour reprendre une formule connue, c'est une forme de béton mental. Eh bien, il faut s'attaquer à ce béton mental dans les cerveaux, je pense, avant de s'attaquer à des statues ou à d'autres monuments. Peut-être mieux vaudrait accompagner ces monuments de panneaux explicatifs, de notices explicatives, et puis peut-être créer un large consensus pour faire remplacer ces monuments par d'autres qui mériteraient davantage de considération. Docteur Eddy, vous avez parlé des rues, des avenues en Côte d'Ivoire et d'autres bâtiments historiques. Je pense que le docteur Eddy n'est pas avec nous. Docteur Fulbert, vous comprenez la réaction des gens qui se disent il faut mettre fin à ces passés, à ces appellations, certaines rues, certains grands artères sur le continent africain qui portent encore les noms des colons ou des colonisateurs. Vous vous dites que c'est une manière de soulager la conscience, de soulager les Africains, de pouvoir mettre un trait
sur leur passé comme ça? En réalité, je trouve que ça reste toujours honteux de remarquer qu'il y a des louanges du système colonial qui a laissé des conséquences inouïes sur nos sociétés, que ce soit la société africaine, en Asie, et même Nos sociétés modernes. la société moderne, de par le monde entier. En fait, la colonisation sur le plan politique et administratif a pris fin. Mais justement, il y a toujours des séquelles de cette colonisation au niveau de l'espace. L'espace, que ce soit européen, en Belgique, en France, n'est pas encore décolonisé. Vous voyez? Parce qu'on trouve le général Gallieni un peu partout, Léopold II un peu partout, d'autres qui ont participé à l'élaboration et à des frustrations des Africains. Pour ce qui est de la destruction, là, la façon dont les choses se passent aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il faudrait voir les choses autrement. Comment? Tout se fait d'une façon, un processus. Il faut plutôt convaincre au lieu de détruire. La colère que les Américains ont eue, les Afro-Américains ont eue, ça se comprend. Mais si on va de cette manière, on va détruire ce qu'on voit, mais ce qui est à l'intérieur des Européens, des Américains, ne serait pas du tout détruit. Nous savons que les... Vous proposez quoi, vous? La démarche que vous proposez, c'est laquelle? Si on ne doit pas détruire les monuments, les statues, les bâtiments historiques et autres, vous proposez quoi? Justement, ça devrait se faire sous forme de débat, de revendications tout à fait structurées. Il faut faire des débats à partir... Vous les scientifiques, vous les enseignants à l'université, est-ce que la jeune ou les jeunes générations ont-elles soif d'apprendre sur leur passé douloureux, leur passé colonial et surtout l'impact que ce passé a sur l'Afrique moderne aujourd'hui et comment vivre avec? Mais justement, pour le moment, nous parlons de cette décolonisation que nous souhaitons de cet espace parce qu'on trouve un peu partout ceux qui ont colonisé l'Afrique, qui ont élaboré les théories de colonisation, qui sont toujours loués. Mais on sait qu'aussi, il y a un processus qui commence à prendre forme aussi de décolonisation des manuels scolaires. Vous voyez, dans nos manuels scolaires, à la fin de la colonisation, on y trouvait tout à fait ces théories. Alors, on a commencé à revoir comment on peut enseigner, mais pas par rapport à la position que nous appelons eurocentrisme, mais plutôt par rapport à ce qui est centré sur la réalité. Donc, il ne faudrait pas aussi remplacer l'eurocentrisme par l'afrocentrisme, mais plutôt voir le juste milieu, ce qui était la réalité. Alors, c'est à partir de là, par l'éducation, par l'enseignement, par des débats, par des conférences, qu'on ferait comprendre que ce n'est plus tolérable de voir des louanges qu'on est en train de faire à ceux qui ont colonisé. Je vous donne un exemple, par exemple. Quelques secondes, oui. Ouais. Je vous fais un exemple. Il y a un musée très connu à Bruxelles, musée d'Afrique centrale qui est à Tervuren. Il y a quelques années, ils ont essayé de revoir le discours colonial qui est dans ce musée parce qu'on trouvait que c'était vraiment démodé, c'était dépassé. Nous savons qu'il y a des tests toujours là qui ne sont pas encore tolérables, mais déjà ça a commencé. Mais c'est à partir aussi des revendications de la diaspora africaine vivant en Europe que le processus a du moins entamé. Docteur Eddy, vous êtes de retour, c'est ce qu'on m'indique du côté de la technique. Est-ce que vous pensez, vous comprenez les gens aujourd'hui qui veulent détruire, tout ce qui porte mention, nom et autres marques coloniales? Vous comprenez cette attitude, vous? Oui, je comprends cette attitude. Même si j'épouse un peu ce que disait tantôt mon collègue Dr Fulgence, je comprends cette attitude qui se manifeste, on va dire, de façon spontanée, même si elle est abondamment relayée par les médias et par les réseaux sociaux. On va dire que c'est l'émotion qui se manifeste.
Et ce qu'il disait mon collègue antérieurement, c'est par le biais de l'éducation qu'on informe et on forme une nation. Mais il y a beaucoup de personnages qui sont, on peut dire, qui sont des héros, entre guillemets, en Occident, mais dont les traces coloniales sont épaisses et sanglantes en Afrique. Alors la question se pose, aujourd'hui que nous avons une diaspora qui est fournie, c'est-à-dire beaucoup d'Africains qui vivent, qui ont soit la double nationalité ou qui résident dans des pays ou des métropoles occidentales, se pose la question de savoir qu'est-ce que ces personnes-là ou ces personnages-là représentent pour eux, Africains, membres de la diaspora. Sont-ce des héros parce qu'ils sont sublimés par les programmes de l'éducation nationale de ces nations occidentales-là, ou alors sont-ils les monstres sanguinaires qui sont décrits dans les manuels scolaires des pays africains? Donc il y a cet équilibre-là à trouver aussi, encore une fois, dans le consensus, dans la discussion, peut-être même dans un aspect normatif, on peut légiférer le cas échéant, mais ça pose en tout cas le problème de l'éducation, de la formation, de la mémoire et donc de l'histoire. Qui sont ces personnages réellement? Qu'ont-ils fait? Et il faut le signifier. D'aucuns disaient, c'est vrai, on peut regretter le fait que ces monuments aient été détruits de façon violente, etc. Vous avez par exemple, la question est polémique, mais je vais m'y engager. Vous avez par exemple une statue de Mahatma Gandhi qui a été déboulonnée dans une université au Ghana, l'université de Legon, si mes souvenirs sont exacts. Alors, cette statue-là a été mise dans cette université et ce sont les membres du corps enseignant qui ont, par le biais de pétitions avec leurs étudiants, qui ont mis en exergue les déclarations racistes qui ont été prononcées par ce personnage qui est une icône de la paix, une icône mondiale de la paix, déclarations racistes à tout le moins anti-africaines ou anti-noires qui ont été prononcées par Gandhi. Et il a été d'un commun accord décidé que la statue de Mohandas Karamchand Gandhi, alias Mahatma Gandhi, n'avait rien à faire dans une université au Ghana. Donc, je comprends résolument, je comprends profondément l'émotion qui se manifeste et qui se manifeste par cette violence-là, cette violence destructrice. Il faut en tout cas, et certains historiens occidentaux l'ont dit, ils sont contre le fait que ces statues-là puissent être détruites. Ils veulent cependant ajouter à ces statues-là qu'il y ait une explication pour dire que ces personnages-là ont certes commis des actes grandioses ou grands pour leur nation, mais qu'ils ont été aussi coupables des pires crimes en Outre-mer, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, je pense que c'est par cette note que nous allons mettre un point final à notre émission de ce soir. Permettez-moi de remercier toutes ces personnes qui ont contribué. Je pense que l'histoire coloniale, elle est tellement immense et elle comporte plusieurs aspects. Je pense qu'on aura d'autres occasions d'y revenir d'une manière ou d'une autre avec cette Afrique moderne, cette Afrique qui bouge et surtout cette Afrique consciente des challenges qui sont devant lui et surtout comment vivre avec son passé si douloureux. Permettez-moi de remercier le docteur Eddy depuis la Côte d'Ivoire. Il est professeur à l'université Gon Coulibaly de Korogo. Docteur, je dois dire Medassi, c'est ça? Ça, c'est en langue twi, c'est au Ghana, mais bon, on parle cette langue en Côte d'Ivoire aussi. Oui, merci. Voilà, je l'ai dit sciemment parce que ce sont le même peuple qu'on a eu à diviser. C'est exactement là la conséquence. Je l'ai dit sciemment, comprenez-moi, pour montrer la division du peuple africain. Je dois aussi également dire merci au grand reporter Jean-François Dupaquier, lui qui intervenait depuis la France. Merci beaucoup Jean-François, surtout pour votre disponibilité chaque fois quand on a besoin de vous.
Merci Elissa Viti pour cette invitation très intéressante. Voilà, merci également au docteur Philbert Gakwenzire. Il est enseignant ici au Rwanda, à l'Université du Rwanda. Il est chercheur. Et merci beaucoup d'avoir été de notre docteur. Merci beaucoup, cher Edissa Biti. Et aussi, je vous remercie de nous proposer un tel sujet intéressant. Voilà. Et à vous tous et surtout à Pacifique Rukundo qui m'a réalisé, toute l'équipe, merci à vous. Et surtout, restez bien fidèles au programme de la télévision rwandaise. L'émission, c'est Majuscule Propos. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement.